Bonjour à tous, merci de venir assister à notre premier Duo Talk. Ici, on se retrouve au campus Unlimited Trust. On est très heureux d'accueillir pour notre première série d'entretiens Sefala Tagrout qui nous rejoint. Et merci d'arriver avec un peu de retard, mais de Genève, je crois qu'il y a un match d'hockey juste à côté. Exactement. On a la chance et la malchance d'être à côté du Vaudoise Arena. Ouais, tout à fait. En tout cas, merci de venir. Tu peux te présenter rapidement? Bien sûr, pour ceux qui ne me connaissent pas, Sefala Tagrout. Je suis le CEO de STC Consulting. Donc j'ai ouvert cette société il y a maintenant 3 ans. C'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est sécurité cloud, Zero Trust, et bien évidemment tout ce qui est data encryption, data classification et data gouvernance. Donc j'accompagne mes clients sur de la stratégie, sur de l'accompagnement autour de Zero Trust, autour de la gouvernance de la data, et aussi dans un rôle de consultant sur toute la stratégie, ce qu'on appelle Move to Cloud, pour en fait tout simplement améliorer les workloads et aller vers le cloud, bien évidemment, tout en gardant l'aspect sécurité qui est mon ADN aujourd'hui. En tout cas, merci de venir aujourd'hui. Sefala aussi, tu es évangéliste Microsoft chez Duoki. Tout à fait. Tu es notre expert, on utilise tes services pour accompagner nos clients. Je voulais savoir un petit peu par rapport au cloud Microsoft, Azure, les tendances aujourd'hui en termes de cybersécurité et tes recommandations pour la protection des données notamment. Comme tu sais, nous, Duoki, on est spécialisé dans tout ce qui est chiffrement, protection de données. Mais dans le cas de Microsoft 365 et Azure, qu'est-ce que tu peux dire autour de ça? Alors justement, c'est intéressant que tu parles de ça parce qu'aujourd'hui, le cloud, tout le monde veut en faire. Les données, comme on le sait aujourd'hui, ça reste quelque chose de très important pour les clients, notamment les données sensibles. Et pour traiter ces données sensibles, moi, ma recommandation et ce que je donne comme conseil à mes clients, c'est surtout la partie gouvernance de la donnée, donc la life cycle de la donnée, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la classification et le chiffrement des données. Et le troisième point, pour aller plus loin, pour les plus vertus de la sécurité, là on va partir sur ce qu'on appelle du double key encryption, on en reparlera tout à l'heure, mais ce sont des mécanismes qui vous permettent de vous protéger même en cas d'attaque sur l'hébergeur dans lequel vous avez vos données. Et justement, en parlant d'attaque, tu as suivi un petit peu l'actualité autour des attaques qui sont effectives sur le cloud Microsoft, notamment l'attaque dont tout le monde a parlé et d'autres attaques, Storm 558. Sévère celle-là, Voilà, celle-là était sévère et du coup, justement, l'attaque consistait à subtiliser la clé de signature des jetons Azure AD et donc pouvoir s'authentifier avec n'importe quel compte utilisateur. Justement, comment on peut se prémunir contre ce genre d'attaque, puisque malheureusement, ça va être la cible continue des clients. Bien sûr, parce qu'en plus, quand tu es dans le cloud, forcément, tu es vulnérable, parce que ta surface d'attaque, elle est étendue, tu es dans un cloud connu, etc. Moi, mon conseil, c'est justement d'opter, quand on parlait tout à l'heure, là, ce qu'on appelle la notion Zero Trust, c'est-à-dire je fais confiance à rien. Et le Zero Trust, bien évidemment, ce n'est pas une techno, attention, c'est un mindset, c'est ce qu'on appelle tout simplement la défense par 3 piliers. Donc, les 3 piliers, c'est la vérification explicite, c'est-à-dire avant de me connecter, je vais d'abord tout fermer et ensuite tout checker avant que la personne se connecte. Donc checker ses identités, est-ce qu'il est en bonne santé en termes de sécurité, est-ce que son appareil est en bonne santé, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le least privilège. C'est ce qu'on appelle le moindre privilège, où la personne, quand elle va se connecter sur Internet avec des droits spécifiques, elle doit avoir uniquement des droits restreints à un temps donné, ce qu'on appelle le just-in-time access. Et le troisième point, qui est le fondamental dans Zero Trust, c'est ce qu'on appelle le ASIM breach, c'est-à-dire avoir des moyens XDR de défense, donc notamment tout ce qui est vision SecOps, pour pouvoir justement faire du hunting en cas d'alerte, etc. Pour couronner le tout avec cet aspect Zero Trust par rapport à ce que tu disais, c'est que le problème, c'est que quand les données partent de l'entreprise, c'est terminé. Tu n'as plus le choix, tu n'as plus de visibilité sur ces données. En revanche, Microsoft a un produit qui est génial qui s'appelle Microsoft Purview. Et dans Microsoft Purview, on a une notion très fondamentale aujourd'hui que peu de concurrents en fait, peuvent avoir. C'est que la donnée, en fait, elle est maîtrisée même quand elle est volée ou elle sort de l'extérieur. Donc c'était anciennement AIP? AIP, exactement. Microsoft, MIP Exactement. En fait, c'était AIP, ensuite MIP, ensuite Purview. D'accord, ils changent de nom tous les 2 ans. Et du coup, en fait, on a 2 niveaux. On a le chiffrement classique avec la clé Microsoft ou ta propre clé. Tu peux venir avec ta propre clé en faisant du BIOC. Et là, tu vas chiffrer tes données. Et ce qui fait que tu peux même, entre guillemets, accepter un risque que la donnée sorte parce que de toute façon, elle est chiffrée, elle sera illisible. Justement, parlons du BIOC. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent « Ouais, j'ai fait du BIOC, je suis tranquille ». Non. Qu'est-ce que la différence entre le BIOC
et le Microsoft Keys et tu as parlé de Double Key. Et Double Key. Alors en fait, c'est 3 notions différentes. Le BIOC, c'est tout simplement de venir avec sa propre clé, mais cette clé-là que tu vas générer chez toi, par exemple dans ton HSM et que tu vas uploader chez Microsoft. Donc elle se retrouve quand même chez Microsoft. En termes de sécurité pure, que tu aies une clé Microsoft ou une clé générée par toi avec ton HSM, ça ne change rien. Ce qui change, c'est la partie compliance. Si tu es soumis à des régulations, dans le cas où tu vas dire, pour tout ce qui est chiffrement, on doit utiliser la clé on-prem, qui vient d'on-prem. Là, effectivement, ça fonctionne. Ensuite, il y a le troisième point qui est le double key encryption. Et là, on parle sur un autre paradigme, c'est que là, on va chiffrer le contenu avec 2 clés. Une clé chez Microsoft, pour faire simple, et une autre clé qui soit t'appartient chez toi, soit elle est, par exemple, dans un système MPC comme DuoKey. Alors justement, par rapport au double key encryption, moi j'ai souvent la question, et ça j'aimerais bien avoir ton avis, c'est, ouais, de toute façon, c'est Microsoft qui a la deuxième clé. Mais en fait, la clé Microsoft, de ce que j'ai compris, tu peux me confirmer ou me contredire, c'est une clé qui protège uniquement les droits d'accès. La clé qui chiffre le document, elle est chiffrée avec la clé client. Exactement. Donc ce qu'on appelle la content key, elle est chiffrée avec ta clé que tu contrôles. C'est bien ça? C'est bien ça. Et cette clé-là que tu contrôles, bah, si on prend par exemple l'exemple, là on parle du DuoKey, si on prend l'exemple du DuoKey, le système CodePit qu'on met en place, que vous avez mis en place, derrière, ça se base sur des technologies MPC, où en fait la clé elle est stockée à plusieurs endroits différents. Et pour pouvoir hacker la clé, enfin pour faire simple, pour pouvoir se faire hacker, il va falloir hacker la clé Microsoft plus les 3 bouts de cette clé pour pouvoir retrouver un document. Donc autant vous dire que si tu te fais hacker par rapport aux attaques qu'on a vues, c'est quand même très compliqué si tu es en DuoKey. J'étais au FIC la semaine dernière, Forum in Cyber à Lille. Je n'ai pas pu y aller, dommage. Ouais, dommage, l'année prochaine. Hein. L'année prochaine. D'ailleurs, on te montrera le prix qu'on a reçu. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. L'idée, c'est j'ai eu des questions justement autour de Double Key. Et j'ai Microsoft qui est venu sur notre stand, on discutait, justement, échanger sur ça. Et quelqu'un de Microsoft est venu sur notre stand et nous a dit, grosso modo, les clients ne comprennent pas Double Key, l'adoption, ils n'arrivent pas à comprendre que la deuxième clé n'est pas sous le contrôle de Microsoft. Le chiffrement, il ne se fait pas sur les serveurs Microsoft, il se fait bien sur le poste de travail. Exactement. Le chiffrement, il est sur le end-user, en fait, sur le poste de travail et non chez Microsoft dans ce cadre-là. D'accord. Donc, par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de faire des démonstrations. Quand on chiffre avec Double Key, est-ce que Microsoft peut lire le contenu? Alors, ça, c'est intéressant. Quand tu es en Double Key Encryption, Microsoft ne peut pas lire le contenu. Et c'est pour ça que tu n'as plus de log, tu n'as plus de e-discovery et tu n'as plus de coédition ou d'édition sur ces documents-là. Et c'est normal, parce que sinon, c'est que ça m'inquiéterait, c'est que Microsoft n'a plus accès aux documents. Donc tu perds finalement tous les outils dont tu as besoin, par exemple, pour monétiser un document. Et ce qui est normal dans le sens où le Double Key Encryption, on va l'appliquer, grosso modo, d'après les études, entre 2 et 5% de données dans une Alors, entreprise. le seul truc qui n'est pas chiffré, c'est le nom du document et l'auteur. L'auteur, il apparaît en clair. Effectivement, il y a le nom du document qu'on voit toujours. Voilà. Mais par contre, bien évidemment, le contenu, lui, est complètement chiffré et complètement opaque. D'accord. Maintenant, par rapport à tes retours d'expérience chez les clients, on va changer de sujet. En général, Microsoft Azure, le cloud Microsoft, aujourd'hui, il est de plus en plus adopté, tu le disais au début, par les décideurs, par le business, parce qu'ils ont besoin de se transformer de manière digitale. Et l'idée, c'est qu'en fait, cette transformation nécessite l'adoption d'outils nouveaux. Par exemple, on va parler de Copilot, mais aussi, par exemple, d'outils d'édition en ligne, de collaboration, d'échange avec des partenaires. Aujourd'hui, quels sont les challenges que rencontrent les entreprises autour de ce domaine? En fait, il y a déjà un gros point, c'est que les entreprises aujourd'hui ont besoin d'innover parce qu'en fait, elles ont besoin d'être productives rapidement. Donc c'est pour ça qu'elles tendent vers le cloud, parce qu'aujourd'hui, le cloud, c'est le seul système qui te permet d'être productif très vite, grâce au pay-as-you-go. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'investir une infrastructure, la payer, etc., sur 3, 4, 5 ans et attendre un retour sur investissement pour pouvoir rentrer dans tes billes. Là, aujourd'hui, avec le cloud, je paye un service, je suis tout de suite capable d'y aller, faire du Power Apps, faire du Power Automate, en gros avoir une valeur ajoutée très rapide. Les challenges que je vois aujourd'hui, notamment avec les nouvelles technologies qui ont arrivé, c'est l'IA. Aujourd'hui, l'IA dans les entreprises, où il y a beaucoup de gens qui en parlent, effectivement, avec ChatGPT, avec Copilot Microsoft. Pas plus tard qu'il y a, au 1er avril, il y a Copilot for Security qui est sorti aussi. Donc il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Donc il faut vraiment suivre ce trend parce qu'il est vraiment important. Et pour moi, le challenge, il est dans l'effet
d'adopter ces nouvelles technologies, à savoir l'AI, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas la maîtriser. Et surtout, on est en train de faire une erreur fondamentale pour moi, c'est qu'on est en train de partir dans des outils d'AI sans classifier, sans gouverner la donnée avant. Parce que comme l'AI a besoin de données pour pouvoir travailler, si cette donnée n'est pas sécurisée, si elle n'est pas gouvernée, s'il n'y a pas un bon data management, en fait, finalement, derrière, on met toutes nos données dans le... Justement, en parlant d'AI, prends l'exemple de Microsoft Teams. On a beaucoup de clients qu'on connaît tous les deux qui utilisent Microsoft Teams, mais qui n'activent pas les fonctions de transcript. Peux-tu me dire pourquoi? Ils pensent qu'en activant le transcript, par exemple, ils pensent que Microsoft peut soit accéder au contenu de leurs données sensibles, ou voire même, pire, s'ils ont des conversations confidentielles, par exemple un rachat d'une société. Voilà, tu vas m'inviter, Najib, tu vas racheter 3 sociétés, tu n'as pas envie que ça se sache. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont un petit peu friands là-dessus. Et après, j'ai entendu dire que Copilot, donc il est en train d'arriver. Donc là, pareil, il va analyser la sémantique et il va analyser tout ce que les gens vont dire, donc ce qu'on appelle l'AI générative, en fait. Et du coup, ça va créer des documents, ça va créer des contenus, ça va te créer même, tout simplement, un reporting de ton meeting. Mais tout ça, il faut le gouverner, il faut le sécuriser et il faut l'adapter. Et Microsoft a bien fait les choses sur ce coup-là, c'est qu'en fait, on a un pont qui se crée entre Purview et toutes les solutions Copilot, Copilot M365. Ce qui fait qu'on est capable d'interpréter un document classifié, un document chiffré par GeoKey ou par une clé classique, donc en simple clé. Et ce qui fait que derrière, si un document est chiffré, par exemple, le Purview n'aura pas accès si un utilisateur va demander l'accès, etc. Justement, j'ai vu des nouveautés autour de Purview et de Copilot, notamment quand on va générer du contenu avec Copilot, on peut le classifier aussi? Exactement, automatiquement. Pourquoi? Parce que, admettons, toi, tu as un compte-rendu qui est confidentiel, et je vais dire à Copilot, est-ce que tu peux me résumer le contenu de Najib? Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser les métadatas, et il va voir effectivement que ton contenu est confidentiel à une étiquette confidentielle. Donc, le résumé qui va se créer, il va hériter du label confidentiel. D'accord, donc il y a ça qui est déjà prévu. Exactement, qui est prévu, qui fonctionne. Et un dernier point important aussi, faites très attention, le challenge que je vois, c'est ce qu'on appelle le prompt, donc ce que les gens vont saisir. Le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui ce que les gens vont saisir dans le prompt. Et pour ça, on a ce qu'on appelle des politiques de rétention, où on est capable de faire de la rétention des prompts, et on peut même aller voir les prompts qui ont été saisis par l'utilisateur, bien évidemment, s'il y a une enquête ou via un juge. Bien évidemment, on ne s'amuse pas à aller regarder la vie privée des gens. Alors, tu as vu l'annonce récente là, du Parlement ou du Sénat américain? Exactement, j'ai vu ça. Qui a banni, qui a interdit l'utilisation de Copilot. ChatGPT, Copilot. Pourtant, c'est des Américains, je dirais. Exactement. Quel est le... En fait, c'est là où vous voyez que c'est un problème qui n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que même en étant américain, même en étant du même pays, de la même philosophie, de la même culture, c'est quand même pas simple d'utiliser ce genre de données. Donc si un gouvernement comme ça vous dit ne pas utiliser ces outils-là parce qu'il pense qu'il y a un hic, moi c'est ce que je dis du coup à mes entreprises et à mes clients, faites attention, faites vos études, faites votre travail préparatoire avant d'y aller vers l'AI. Et pour finir, en plus, c'est que Microsoft est en train de travailler sur un AI accès gouvernement qui sera accessible uniquement pour les gouvernements. Alors on a vu encore, pour continuer sur ce sujet-là, parce que bon, aujourd'hui, il est important. C'est l'AI aujourd'hui, tout le monde en parle. Il y a eu une annonce, je crois, cette semaine, une collaboration OpenAI et Microsoft qu'on connaît déjà, mais sur le développement d'un super AI Stargate. Est-ce que tu as suivi cette histoire? Alors j'ai suivi un petit peu, mais je t'avoue que c'est pas... Est-ce que ça va être intégré dans le cloud Microsoft? Alors honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En général, Microsoft, quand ils investissent, quand ils font des partenariats, tu sais que c'est toujours pour améliorer l'expérience des clients. Donc à mon avis, peut-être que ça sera intégré, mais à voir dans le futur ce que nous réserve Microsoft. Donc moi personnellement, j'utilise des outils d'AI, que ce soit des outils en ligne, pour des trucs simples, pour faire des brochures ou autres. Et pour des trucs très confidentiels, comme tu dis, moi je collabore avec une start-up, d'ailleurs qui est au Trust Village, qui s'appelle Clear Sky, et qui a développé une AI offline, c'est-à-dire qui permet de faire, on parlait des transcripts tout à l'heure, qui est vraiment offline et pas basé sur le cloud. Qui n'est pas connecté à Internet, qui fonctionne dans un hardware. Et on l'a utilisé d'ailleurs au FIC, au Forum in Cyber. On a fait tous nos meetings avec tout le bruit qu'il y avait. Et c'était génial parce qu'on avait tous nos comptes rendus. Magnifique. En Word. Et nous, on a appliqué la double encryption. Est-ce que ce n'est pas le futur, le fait de travailler offline? C'est ce que j'allais te dire, c'est que finalement, quelque part, on parle du cloud, mais à un moment donné, cette AI qui est arrivée, qui a un peu tout chamboulé,
effectivement, je verrais même une tendance un peu à aller vers des solutions offline pour certains types d'entreprises et pour certains types de use cases. Notamment pour des clients avec qui on travaille, comme tu le sais, des très gros clients qui ont une sensibilité à leurs données qui est quand même très importante. Honnêtement, ces solutions-là offline basées sur l'AI avec un moteur on-premise pourraient convenir quand même à pas mal de use cases. Notamment, j'en ai un dans la finance chez un client financier. Je ne peux pas citer de nom, mais en tout cas, lui qui est intéressé par l'AI. Et effectivement, il est en train de s'intéresser par des solutions offline uniquement. Très bien. Alors aujourd'hui, pour changer de sujet un petit peu, tu as parlé de Zero Trust. Zero Trust, c'est Do Not Trust, la machine, l'endroit du tu te connectes. Never Trust, Always Verify. Always Verify. Voilà. Un gros problème aujourd'hui, et tu le sais, c'est les accès dans Azure. Alors, quand tu crées une application, tu as plein de permissions, que ce soit sur l'API Graph ou que ce soit sur des applications. Aujourd'hui, c'est un cauchemar. Comment tu gères les permissions dans le cloud Microsoft Azure de manière correcte? En fait, le problème que je parle rencontre, aussi des apps. Bien sûr, surtout les apps. Voilà. En fait, ce qui est important à comprendre, c'est que beaucoup de gens, quand ils vont faire leur hardening, ils vont en fait, c'est bien ce qu'ils font, ils vont, si tu veux, se focaliser sur les identités. Donc les identités humaines, les admins, les high privileges, etc. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a d'autres petites identités qui s'appellent les Managed Identities, ce qu'on appelle les fameux SPN, Service Principal Name, qui te permettent de faire plein de choses, de t'authentifier, et ensuite derrière d'avoir des permissions graphes et d'y aller par ses tenants, etc. Et ce genre d'identité-là, pour moi, il est fondamental de les sécuriser avec en fait, pas mal de bonnes pratiques, d'ailleurs liées aussi au Zero Trust, comme les Conditional Access qui sont faits exprès pour les Workload Identities. D'accord ? Donc on va mettre en place des Conditional Access spécifiques pour ces Workload Identities, pour leur dire de se connecter uniquement depuis des Trusted IP, pour leur restreindre le scope au niveau API, parce que ça c'est aussi important. Donc il ne faut pas hésiter à faire une review des permissions dans ton Azure AD pour savoir quel SPN tu as et quel droit il a derrière, sous-jacent à ton Azure AD. Ça c'est le deuxième point. Et troisième point très important, c'est de mettre en place du hunting, c'est-à-dire via Sentinel, mettre en place des requêtes KQL pour détecter chaque nouvelle entrée qui vient dans Azure AD qui peut être malicieuse ou pas. Alors moi, je vais tester une solution. D'ailleurs, ce sera l'occasion d'un de nos prochains Duo Talk. Au Forum in Cyber, une autre startup suisse a reçu un prix du jury. Ouais, ça j'ai vu. Ouais. Sapporo. Ouais. Je ne sais pas si tu as entendu. Sapporo, il développe un outil d'analyse des permissions, des chemins d'accès dans les clouds Okta, Azure. Et quand j'ai vu leur démonstration, je me suis dit, est-ce que c'est la bonne approche de pouvoir savoir quel chemin, de quelle application me permettait d'être domaine admin? Global admin, ce qu'on fait avec l'AD, avec des outils comme tu connais. Avec Bloodhound, etc. Ben là, c'est la même chose. Effectivement, il est très important de comprendre le chemin, enfin, surtout le chemin qui pourra t'amener vers une attaque. Voilà. D'accord ? Et ça, c'est vrai que Microsoft va le faire aussi, avec ce qu'on appelle Permission Management, qui permet aussi en fait, d'étudier les permissions. Et en fonction des niveaux de risque de permission, ça va te sortir en fait un niveau de risque. Et ensuite, ça va te sortir une alerte et un chemin. Et donc ça, c'est le Entra qui vont... Voilà, c'est dans Entra, en fait, c'est en train de le faire. Permission Management, c'est en train de le faire. Donc c'est un outil qui a été acheté par Microsoft. Ah oui, ils ont racheté une société. Voilà, c'est ça. Qui permet de faire ce qu'on appelle de l'assessment de permission. D'accord. Et d'analyser les chemins. Pour les directeurs. C'est terrible. C'est terrible parce que les SPN, il y en a tellement dans Azure AD. Déjà, dans l'AD, c'était un cauchemar. Voilà. Alors là, tu vois, en fait, on reporte le problème. Donc là, et là, c'est encore plus grave. Pourquoi ? Ces fameux SPN, en fait, aujourd'hui, on peut créer ce qu'on appelle des fausses applications malicieuses. Et en fait, via un lien phishing très simple. On clique. En fait, on l'envoie à l'utilisateur il clique. En fait, ça va lui prendre ça va venir s'inscrire dans le tenant parce que les gens ont oublié de cocher la case de notre Holo App Consent. Et là, du coup, c'est terminé parce que l'application malicieuse, c'était un backdoor et c'est terminé. Je me rappelle de ça parce que quand on a fait nos premiers tests de sécurité sur Duoki, il fallait signer. Exactement. Il fallait mettre le publisher pour pouvoir dire attention, vérifier bien la petite étoile. Exactement. Mais c'est comme le SSL, les gens vont cliquer. Et puis voilà, malheureusement, c'est trop tard après. Écoute, c'est très intéressant tout ce que tu nous as dit. Alors, il y a beaucoup de sujets. On a parlé de Zero Trust, d'encryption, de Bring Your Own Key, de Double Key. Tous ces sujets-là, AI, Copilot. Aujourd'hui, franchement, si tu devais avoir un super pouvoir dans la cybersécurité, lequel serait-il ? Moi, comme je le dis, moi étant enfant, j'aimais bien Batman. D'accord. Batman, pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est dans la... Il essaye toujours en fait d'aider les autres, même s'il n'a pas de super pouvoir. En fait, c'est ça qui est intéressant. Il n'a pas de super pouvoir, Batman. Il ne sait pas voler, il sait pas... Mais c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Donc moi, si je pouvais me réincarner en Batman de la sécurité, on va dire, global cloud, et offrir à tous mes clients, en fait,
et une sécurité très simple à comprendre et une sécurité très simple à adopter. Ce qui fait qu'on arriverait à sécuriser tous les environnements de manière assez simple et efficace. Mais comme tu le sais, ça c'est facile à dire, mais à faire c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, merci d'être venu à notre premier Duo Talk. Franchement, c'était très sympa de ta part de te déplacer. Je sais que tu étais en clientèle à Genève. À Genève, en plus, ouais. En plus, j'ai eu des bouchons. Tu as eu des bouchons. J'ai eu des bouchons. On va t'offrir un t-shirt. Ah, c'est gentil. Duoki pour ta participation. Merci Najib. Merci de venir. Donc, je ne l'avais pas celui-là. Tu ne l'avais pas, hein? Non. Voilà, logo noir. Ouais. Et exactement. On peut prendre. On va te montrer le prix qu'on a reçu. Parce que quand même, tu contribues. Voilà. Notre précieux, comme on dit. En tout cas, tu fais partie de ce prix. C'est gentil. Puisque tu as là, ta carte, tu peux le saisir, tu peux le tenir. Je peux le saisir, je peux le regarder. Voilà, c'est magnifique. Tu es un des premiers collaborateurs du hockey. Hein. Tu nous as rejoints Bien sûr. L'aventure. Bon, tu fais partie de l'Axus Story. En tout cas, merci de continuer de travailler avec nous. C'est un plaisir. Écoute, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et puis 2024 sera notre année pour tout ce qui est chiffrement de données. 2024, j'espère qu'on va percer dans le chiffrement et expliquer à nos clients qu'est-ce que l'encryption. Exactement. Et à quoi ça protège. Super. Merci de ta participation et à une prochaine.